6 niveaux différents que j'ai mis par expérience et ça peut vous aider un peu de vous débarrasser, de décharger un petit peu le poids que vous avez pour certains d'entre vous, de dire tiens, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois déléguer tout de suite? Est-ce que je dois faire des choses moi-même? Est-ce que je dois aller faire du porte-à-porte? Est-ce que je dois commencer par du web? Toutes ces questions, on va voir ça maintenant. Donc la première étape, ça c'est cette petite session, elle n'est pas dans votre manuel. J'appelle ça les étapes de l'entrepreneur. Les étapes de l'entrepreneur. Tu peux mettre ça au-dessus. Merci. La première étape, c'est l'étape idée. Et je vais vous demander pour chaque étape où vous êtes. L'étape idée. L'étape idée, c'est généralement, j'ai une idée un petit peu de ce que je veux faire. Qui a cette étape-là? Vous n'êtes pas encore lancé, ou peut-être que vous vendez un petit peu. Ce qui se passe dans cette étape et ce qu'il faut faire dans cette étape. Donc, je vais vous dire ce qui se passe et ce que je faisais, ce que je fais quand je suis dans cette étape. Maintenant, j'ai passé ce stade. Mais ce qui se passe dans cette étape, c'est une incertitude généralement, malheureusement. Et donc, la solution pour vous, c'est d'aller le plus vite en exécution. Le plus vous restez dans ce stade idée, dans ce stade incertitude, le plus c'est difficile. C'est un peu l'équivalent dans Inception, le limbo. Vous êtes un peu coincé, vous n'êtes ni en réalité, vous ne vendez pas, vous voulez vendre, mais vous demandez à votre cousin si ça va vendre et il vous dit non, c'est de la merde. Ensuite, vous redémarrez. Et c'est classique malheureusement. Donc, l'idée, c'est vraiment la première étape. Qui a ce stade idée? Très bien. Donc pour vous, c'est vraiment de comprendre que la seule solution à ça, c'est d'exécuter. Exécuter, donc de commencer à faire une offre. Commencer à créer un produit ou à vendre un produit ou un service. Et de passer du stade idée au stade exécution. D'accord? Ça, c'est la solution. C'est la seule, malheureusement, solution que j'ai trouvée. C'est de dire, à force de remuer les choses, je peux remuer pendant des mois, ça ne va rien changer. Donc, la solution, c'est de choisir un secteur et un produit. C'est ce que j'ai toujours fait et je trouve que ça marche relativement bien parce que ça simplifie les choses. Pour certains qui ont 2-3 idées de projet, choisissez un secteur, un produit. Quand vous avez fait ça et vous avez commencé à eu des informations en disant « Ok, j'ai lancé cette offre pendant quelques semaines, ça a marché ou pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer ?» Pour ceux qui ont déjà leur secteur, vous êtes au stade produit ou offre. D'accord? Ça, c'est l'étape numéro 1. On est tous passés par là et le but, c'est vraiment de s'en sortir au plus vite. C'est un peu le marécage. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui restent coincés justement dans cette phase-là. Ensuite, donc solution à l'étape numéro 1, c'est choisir un secteur, un seul. Vous ne pouvez pas lancer 2 choses en même temps. Vous ne pouvez pas pousser 2 vélos ou lancer 2 vaisseaux spatiaux en même temps. Un secteur, et si vous avez déjà votre secteur, un produit. Quand je dis produit, c'est une offre. D'accord? Ça peut être un produit physique, ça peut être un produit, un service, mais une offre au début. Maximum 2 offres si vous voulez faire une offre entrée de gamme et une offre haut de gamme. Mais la clé ici, c'est de rester simple. C'est là que beaucoup d'entrepreneurs décollent jamais parce que compliquent la chose. Ok? Qui est dans cette phase? Dans ces phases de produit, un secteur. Très bien. Ça, c'est pour vous, c'est la première chose à faire. C'est de décider de vous engager vis-à-vis de vous-même, de dire un secteur, et si j'ai mon secteur, un produit ou une offre. Deuxième étape. Et donc ici, qu'est-ce que vous ne devez pas faire surtout? Vous n'avez rien à penser à déléguer ici. Vous pouvez déjà un petit peu réfléchir peut-être à une fois que j'ai lancé mon offre, comment est-ce que je vais peut-être faire mon service clientèle. Mais ici, vous n'êtes pas au stade recruter des équipes, vous n'êtes pas au stade ici, pensez à la 4e étape. Et c'est là où on tergiverse, quand on ne sait pas reconnaître où on est. Quand vous êtes ici, vous devez faire ces 2 choses. Vous ne pouvez rien faire de plus sans faire ces 2 choses. Et chaque fois que je dis ça, il y en a qui disent « Ouais, mais bon, je dois avoir un produit, puis avoir un service livré, enfin un service livrable pour vendre. » Oui et non. Moi, je suis de l'école vraiment de l'entrepreneur de la rue. Ça veut dire que je vais aller vendre quelque chose avant de le créer. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà vu les entrepreneurs? Si vous regardez,
L'histoire de Bill Gates, comment il a vendu sa première série d'ordinateurs, il est arrivé en meeting sans avoir construit un ordinateur. Il a signé le contrat, il s'est dit putain j'ai un contrat sinon je vais faire ces ordinateurs. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent comme ça sur leur premier contrat. C'est beaucoup plus facile, et Odile a dit une phrase hier pendant notre consultation qui était vraiment très juste, c'est beaucoup plus facile de demander pardon pour un petit retard éventuel que de passer 9 mois à développer quelque chose qui après vous dit putain mais en fait j'ai pas un acheteur, ça fait 3 ans que j'essaie de vendre ça. Ça c'est le pire, c'est le cauchemar pour l'entrepreneur. Regardez si le marché prend, dès que vous avez une commande, dépêchez-vous parce que ça vous mettra un bon petit coup de pied au cul quand vous avez cette commande. Vous voyez? Donc, ok, je fais ma commande, oui, je sais que c'est pas optimal, je sais qu'il y a des lois qui régissent le fait que vous devez livrer le service, etc. Je suis au courant de ça, mais je vous dis, vous, la solution pour vous sortir de ça, c'est de ne pas passer des années à créer une offre, c'est de créer une offre au plus vite et de voir s'il y a déjà des commandes. Même une commande, c'est une victoire. Oui. Et pour ça, tu testes, mais gratuit. Ouais. Comme tu as d'autres diagnostics. Exactement, ouais, c'est ça. Je teste jusqu'à ce que je trouve. D'accord? Mais ça, c'est vraiment la clé numéro 1. Et quand je suis dans cette phase, ça c'était surtout quand je démarrais, quand je suis dans cette phase, il n'y a pas d'autre chose comment dire, il ne faut pas sauter les étapes. Quand vous commencez à réfléchir à autre chose, c'est là où vous êtes perdu. Deuxième phase, vous commencez à avoir vos premières ventes, vos premières commandes physiques, ou bien vos premières commandes de prestations. La deuxième phase, c'est la phase travail de fond. En gros, vous avez fait votre première peut-être commande. Travail de fond. Ça veut dire que vous êtes tout seul dans votre atelier, vous êtes tout seul au bureau, vous êtes tout seul dans votre studio et c'est vous et vous-même. Et ça, c'est les récits de l'entrepreneur quand vous êtes roots encore et que vous démarrez. Ça veut dire qu'ici, ça va être imparfait. C'est normal. Ici, vous vous débrouillez pour livrer ce que vous avez vendu ou pour développer ce que vous êtes en train de développer. Ici, c'est imparfait. C'est tout à fait normal et acceptable que ce soit imparfait. Vous ne pouvez pas attendre que tout soit parfait. Et ça, c'est une acceptation de... On va mettre voyage qui peut être chaotique. C'est tout à fait normal. Ça, c'est la deuxième étape. Je pourrais vous dire que tout est parfait et facile, ça ne prend pas la vérité. Ça, c'est accepter que, ok, maintenant, je dois livrer ce que j'ai vendu. En gros, j'ai créé mes offres, j'ai eu mon premier client, j'ai vendu une sculpture. Bah, maintenant, je dois soit la livrer, soit la faire, soit créer le produit, soit trouver un fournisseur. Ça, c'est en gros, je vais me démerder pour livrer ça. Parce que pourquoi est-ce que je vous donne ces étapes-là? Parce que je veux que ça vous crée du momentum. Cet ingrédient magique que je dis que quand vous avez de la vitesse et du momentum, ça résout beaucoup de problèmes. Si demain, Jérôme, tu vas en banque et que tu as 10 dossiers prometteurs, la banque t'ouvre. T'invite à manger et tout ça. Ça crée de la vitesse. C'est pour ça que vous devez... Ici, le but, c'est vraiment créer de la vitesse dans cette phase-là. Ici, vous livrez. Vous démerdez, c'est pas facile. C'est pas ici que vous allez recruter 10 personnes d'un coup. Ça, il y a une phase où vous allez tout seul. En gros, vous allez faire vos copier-coller dans Gmail. C'est accepter que, ok, maintenant, je suis là. Et il n'y a pas de mal à être là. Je dois juste accepter. Et il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ça. Et si on n'arrive pas à accepter, on n'arrive pas à passer à la suite parce qu'on est toujours ici, toujours tiraillé entre ces deux-là. Vous devez accepter que ça va être un peu chaotique. Mais c'est ce qui mène à la troisième étape. Et la troisième étape, soit en passant, je vais modifier ça un petit peu. Parce qu'ici, je vais mettre un mot-clé qui est le mot nettoyage. Vous allez faire des offres ou des produits que vous avez peut-être vendus à 2 exemplaires en physique ou en prestation. Et là, vous allez vous dire, plus jamais. Qui a déjà eu ce sentiment? J'ai déjà fait un service et plus jamais je le... Très bien. Ça, c'est cette phase-là.
Mais c'est très bien, c'est-à-dire que vous avez essayé, vous avez testé et vous vous êtes rendu compte que, ok, j'ai eu un acheteur, on m'a payé. Pour ceux qui ont levé la main, ils vous ont payé pour ces produits ou services. Et vous avez dit plus jamais. Parfait. Ça, c'est la phase nettoyage. Ça vous clarifie. Ça clarifie. C'est ça qui est très important à comprendre. Cette phase-là est indispensable. Ça clarifie votre offre, ça clarifie votre marché, ça clarifie votre activité, votre mission en quelque sorte. Clarifie tout. Ça clarifie ce que vous voulez ou pas, parce que ce qui se passe, c'est que moi, je veux faire un maximum de ventes et ensuite je fais mes ventes et ensuite, putain, je veux plus jamais avoir ces clients-là. Ou je veux plus jamais avoir à deal avec le fournisseur de ces clients-là, où je dois trouver un nouveau fournisseur et donc je dois repousser ma livraison de 8 semaines. Donc ici, c'est nettoyage et ça clarifie. Et ce que ça fait, moi, je vois vraiment ça comme… Ici, vous avez un diamant brut. Je ne vais pas dessiner un diamant brut, mais comme ça, diamant brut. Ça clarifie. Ici, ça commence à polir. Ça commence à être un petit peu moins brut. Il y a du temps qui passe entre ça. Ça dépend un petit peu de combien tu es prêt à investir financièrement et en temps. Et aussi, est-ce que tu es relativement juste par rapport à tes tests ou est-ce que tu dois faire beaucoup de tests pour arriver à faire tes premières commandes? Malheureusement, il n'y a pas de réponse fixe. Généralement, quand je sais qu'il y a un secteur porteur et que je sais que je ne suis pas loin de l'offre, généralement, bon, maintenant, encore une fois, ça dépend du niveau d'expérience. Pour moi, ça me prend 4 à 8 semaines pour trouver quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. En sachant que très honnêtement, il n'y a pas du tout ce qu'on fait ne fonctionne. N'importe quel entrepreneur c'est parfois un peu une loterie, quoi. Vous lancez quelque chose, vous êtes sûr que ça fonctionne. Même les studios de production de films, ils disent putain, ça fait 2 ans qu'on bosse sur cette recherche de marché, on a le meilleur réalisateur, on a cet acteur-là, flop. Et après, il y a un film qui sort de nulle part avec quelqu'un que personne n'a entendu, puis tout le monde en parle. Donc, ça peut durer 4 à 8 semaines, mais ça peut durer aussi 6 mois et on se dit ok, je bâcle. On a investi suffisamment de ressources, il n'y a pas de résultat. Là, aujourd'hui, c'est pas possible. Peut-être que j'y retournerai, comme je disais hier, peut-être que j'y retournerai plus tard, mais pour le moment, ça ne vaut pas mon temps. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est commencer à créer des systèmes. Soit dit en passant, qui est dans l'étape 2, qui est dans le travail de fond actuellement? Très bien. Il y a toujours du nettoyage. Mais le plus tu avances, le moins tu vas en avoir parce que tu auras clarifié tes offres. Et tu seras plus dans le juste par rapport à ce que veut ton marché. Mais il y a toujours du raffinement, tout à fait. Étape 3, c'est vraiment le début du système. Le début des systèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, vous allez aller sur une de ces plateformes de freelance ou bien demander à votre nièce de commencer à faire la paperasse que vous ne voulez pas faire. Donc ici, vous allez commencer à trouver une ou plusieurs personnes pour déléguer ces tâches qui vous prennent encore trop de temps dans le travail de fond. Et là, vous allez commencer à déléguer. Ce mot-clé déléguer est tellement mal utilisé par des personnes à droite et à gauche que je veux le clarifier. Déléguer, ça ne veut pas dire donner les clés de votre entreprise complète et puis espérer, croiser les doigts que quelqu'un va le faire. Non. Déléguer, c'est dire j'aimerais avoir quelqu'un 4 heures par semaine qui fait des tâches, qui fait une tâche de service clientèle par exemple. Pour que moi, j'ai plus à m'emmerder avec ça et que je puisse faire quoi? Que je puisse aller voir si je peux pas faire encore plus d'offres et de produits et services pour augmenter ce que je fais. Donc ici, on commence à avoir des systèmes. Ici, il y a le début de remplacement de soi. Le rêve de chacun, c'est de rien faire et d'être sur la plage. Je le comprends, c'est ce que vous voulez tous faire. Malheureusement, la réalité est parfois un peu différente. Début de remplacement de soi. Ça, c'est cette troisième phase. Ça veut dire que vous allez commencer à
par rapport à la liste qu'on a fait hier, des choses qui vous prennent trop de temps pour ceux qui sont en phase 2 et 3, c'est de dire, ok, qu'est-ce que je peux commencer à déléguer ou parfois peut-être même supprimer? Qu'est-ce que je peux donner? Est-ce que je peux peut-être me débarrasser de la création de mon site web que je n'ai pas à faire de toute façon? Est-ce que je vais peut-être trouver un contact qui puisse gérer mon administration à raison de quelques heures par semaine et à la fin de la semaine ou 2 fois par semaine, il fait un petit rapport en me disant ce qu'il a fait. Tâche SAV. Ça, c'est le premier poste. Je me rappelle le tout premier poste que j'avais embauché. C'était c'était 2005 sur Upwork qui s'appelait là-bas avant Odesk. Et c'était un programmeur, un développeur égyptien pour réparer. J'avais créé mon propre site en faisant du code HTML à l'époque. Et j'avais fait une fausse manipulation dans le code et puis la page s'était reproduite sur le côté droit, je m'en rappelle, et j'avais besoin de quelqu'un pour réparer ça. C'était mon tout premier, mon premier recrutement vraiment. Admin, ou bien pour d'autres ça peut être tech. Ok. Ça c'est pour vous. Ça c'est pourquoi le remplacement de temps? Pour que vous puissiez avoir du temps pour faire quoi? C'est quoi la tâche numéro 1 ou l'activité la plus rentable pour vous en tant qu'entrepreneur? Concevoir, chercher de nouveaux clients. Donc, on va mettre ça en anglais, ce terme BizDev, développement de business en gros. Donc, ça peut être nouveaux contacts, ça peut être passer du temps à parler à 3 nouveaux partenaires stratégiques, partenaires de promotion cette semaine. Ça, c'est des activités qui vous rapportent à long terme et à court terme aussi. Donc le but dans cette 3e phase, c'est de se débarrasser au plus vite de ces tâches à 2 balles vraiment, qui ne vous rapportent rien, pour passer votre temps sur les tâches qui vous rapportent le plus de levier vraiment, le plus de résultats. Et ça c'est quand vous commencez à avoir de la liberté vraiment, ce qui s'appelle un peu plus de... Vous avez pas, mais regardez, ça vient pas tout de suite. D'abord, on doit faire ces 2 choses, ces 2 phases. Ça vient toujours comme ça. Enfin, de mon expérience. On peut passer à ça. Si vous avez un budget conséquent et que vous investissez, vous pouvez, mais ce n'est pas le thème de cette session, vous pouvez créer une équipe et ensuite donner l'équipe déléguée et superviser. Ça vient plus tard. Mais dans cette phase-là, pour votre situation, qui est en début de système, qui commence à avoir un assistant, gérer ces choses un petit peu, ces contacts, très bien. Ce qui se passe ici que j'ai remarqué, par expérience et de mon expérience et en parlant avec beaucoup d'entre vous, c'est qu'il y a 2 choses qui interviennent. C'est qu'ici, vous commencez à donner votre bébé, à mettre votre bébé dans les mains d'autres personnes. Et pour certains, c'est pas facile. Qui a ce problème de déléguer? Je vous invite à penser à l'ego. C'est pas une réponse sexy, c'est une réponse que vous pouvez avoir ces prochains jours, ces prochaines semaines en vous-même. Et de penser à cette phrase que j'ai dit sur le fait de déléguer, mais de toujours vérifier, de toujours garder, d'être près et loin. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais voir cette vidéo que Myriam fait. Et puis, je vais lui dire, il fallait faire comme ça ou ça, c'est très bien. Ça, c'est bien. Donc, la prochaine fois, fais ça ou reproduis, c'est bien. Donc, maintenant, elle le sait. Mais je plane toujours. Donc, vous devez, pour ceux qui sait que c'est une question d'ego ou qui veulent que ce soit exactement comme je veux. D'accord. À un moment donné, il va falloir soit l'accepter et je vous invite à penser à autre chose aussi, que quelque chose qui est fait, si vous pouvez avoir 2 personnes, on va pas dire 20, mais 2 personnes qui font les choses pas à 100% comme tu le ferais, parce que quand c'est ton business, on sait comment tu veux que ce soit, tu veux que ce soit exactement parfait, c'est normal, c'est toi le créateur, c'est ta création, d'accepter que les choses, que ces personnes ici que vous allez avoir, vont peut-être le faire pas à 100% comme vous, mais à 80%.
c'est bien 80%. Parfois, c'est moins. Si c'est moins, ciao. Non, c'est un peu méchant. Mais bon, en même temps, c'est réaliste. Vous avez des attentes, vous mettez vos attentes et vos exigences. C'est clair que si vous voulez faire un logo et que quelqu'un vous renvoie quelque chose fait en Paint, ça ne va pas durer longtemps, quoi. Ça ne va pas vous servir à grand chose. On part du principe que vous avez quelqu'un qui est bien ici. Acceptez que la chose soit un peu moins bien faite, mais que ça vous donne du temps. Parce que qu'est-ce que ça vous achète, ça vraiment? Ça vous achète du temps. Donc toi, après, tu peux revenir vérifier et finir les derniers 20% si nécessaire. Mais tu as déjà économisé 80%. C'est ça le but que j'aimerais vraiment que vous compreniez ici. C'est que vous économisez votre temps. Et ça vous achète du temps pour aller faire ce qui est le plus important, qui est le développement de l'activité. Donc acceptez que le job sera jamais probablement aussi bien fait que vous, ou même si c'est bien fait, ce ne sera pas fait exactement comme vous le voulez. C'est normal. Mais c'est du donnant-donnant. Cette personne vous donne du temps pour que vous puissiez aller faire ce genre de choses-là. D'accord? Et à terme, ce qui va se passer, c'est que cette personne va progresser, devenir meilleure, et vous aurez de moins en moins de temps. Elle ne sera pas 80, ça peut être 85. Et ensuite, à un moment donné, il y a des choses, moi, dans l'équipe aujourd'hui, que je ne demande même pas, et que c'est fait littéralement mieux que ce que j'aurais demandé. Ça, c'est une évolution. Mais ça, c'est vraiment accepter de donner du contrôle à quelqu'un d'autre. Ok, je voudrais par exemple avoir un nouveau site. D'accord, je vais avoir un formulaire et un nouveau site. Okay, peut-être que ça ne va pas être parfait comme je dois l'avoir, mais au moins, il m'a économisé 30 heures de recherche et d'apprentissage que j'aurais de toute façon pas pu faire. Vous achetez votre temps ici. Qui est dans cette phase-là? De donner un peu de contrôle à quelqu'un d'autre? Ok. Est-ce que je peux te dire une expérience? Ouais. Comme je ne connaissais pas certaines choses techniques au début, pour me permettre... Prends juste le micro comme ça. Oui, Marie-Laure. Comme je ne connaissais pas certaines choses techniques au début, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, à mon webmaster, je lui disais, écoute, je ne comprends rien au SEO, comme tu me dis. Je faisais des petits déjeuners, payants, pas payants, pour avoir un minimum de formation, de veille technologique, pour pouvoir après comprendre de quoi il parlait. Parce que sinon, quand tu dis il faut contrôler, tout à fait. Il faut qu'on ait un minimum de culture, de même avec l'expert comptable ou l'avocat. Tout à fait, tout à fait. C'est très très juste. Je ne le mettrai pas dans cette phase-là, mais tu as tout à fait raison. Être entrepreneur, c'est être en constant apprentissage. Il y a des choses que vous allez savoir aujourd'hui. Moi, la fiscalisation, c'est quelque chose que je commence à maîtriser de plus en plus ces 4-5 dernières années, parce qu'avant, je savais même pas que ça... Enfin, j'avais entendu parler, mais je pensais que ça ne me concernait pas. Mais quand on m'a montré la réalité, ça change tout. Donc, c'est des compétences que je n'ai pas appris à l'école, parce qu'on ne vous apprend pas à l'école. Mais c'est des choses que tu vas apprendre au fur et à mesure, tout à fait. Une chose que je dirais sur ça, c'est le fait qu'il y a une compétence principale qui est primordiale à avoir, et je leur dis toujours, c'est que si vous voulez avoir un commercial qui fait du commercial pour vous, il est indispensable que vous soyez commercial, que vous puissiez leur montrer l'exemple. Par exemple, pour moi, j'ai aucun problème à, non seulement tous les matins on parle avec mon équipe et on parle justement un récapitulatif et puis un peu de motivation et puis on travaille quelques petites choses comme un entraînement finalement tous les matins. Mais si moi, je n'étais pas compétent au niveau où je suis au niveau vente, quelle crédibilité eux auraient en moi? Impossible. Et ils sauraient que c'est eux qui contrôlent la situation. Et mon équipe, si vous regardez ça, c'est pas méchant, mais tout le monde est remplaçable. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre, vous, en tant qu'entrepreneur. Dans votre activité, tout le monde est remplaçable. Et je le dis très honnêtement, que quand vous avez fait ce trajet-là, et que vous savez que vous avez une vue d'ensemble de la compétence, même sans savoir le faire toi-même, au niveau tech, c'est tout à fait OK. Pour le niveau commercial, les commerciaux sont différents. C'est une espèce très différente. Moi, j'adore parce que j'en suis un.
Mais ils ne vont pas faire du commercial pour vous si ils ne croient pas en votre capacité à être commercial vous-même. Donc, parfois, je vois des entrepreneurs qui démarrent et qui veulent avoir « Ah, moi, je veux juste créer une équipe de 10 commerciaux. » T'as jamais fait ça parce que le fait que tu me dis ça, et toi qui es timide, ça ne va jamais marcher. Donc ça, c'est le seul domaine où je dirais que tu dois pouvoir le faire parce que tu dois être le leader de cette équipe-là. Et sinon, tu vas te faire croquer. Parce que du moment que ton équipe sait qu'ils peuvent te retirer de la même manière pour ton technicien, si c'est quelqu'un qui sait qu'il contrôle tout ce que tu fais, tu perds le contrôle. Et l'entrepreneur, souvenez-vous ce qu'on a dit hier, vous devez maximiser le contrôle sur ce que vous faites. Moi, la raison pour laquelle je peux aller aux États-Unis, aux Pays-Bas ou en marché francophone et créer des équipes de vente, c'est parce que je l'ai fait. Et aujourd'hui, je peux prendre des gens qui ont une petite expérience commerciale et les transformer vraiment en des gens très compétents parce que je le suis. Et ça, c'est indispensable. C'est indispensable parce que vous devez pouvoir montrer l'exemple. Mais, pour revenir à ce 80%, vous devez jouer le jeu de « Ok, si je peux me débarrasser un petit peu gentiment, réduire le temps que j'alloue à des petites tâches, je peux faire plus ça qui est vraiment la tâche principale. » D'accord ? Ensuite, l'étape 4, on va passer de l'autre côté. On va passer de ce côté-ci. L'étape 4. Donc là, vous voyez, soit étant passant, on a pris quelque chose de basique. Là, on commence de plus en plus à le polir. L'étape 4, c'est système commence à être maîtrisé. Ça, c'est l'étape où vous pouvez prendre 2 semaines loin de l'activité et ça tourne sans vous. Qui est à ce stade-là? Cool. Ça veut dire que c'est géré par quelqu'un pour vous. Ça veut dire que vous avez des choses où vous n'avez pas besoin. Vous pouvez le faire, vous pouvez discuter avec la personne, mais vous n'avez pas besoin d'être là tous les jours. Et pour vous, ce que j'aimerais que vous compreniez bien, c'est que, en tout cas, c'est mon expérience, que si on essaie de brûler les étapes, on se casse la figure ici. Il y a une évolution qui doit être faite. Soit en passant, cette évolution peut durer quelques semaines. Si vous avez touché un bon marché, vous avez trouvé un bon secteur et vous avez fait ça. Ça peut aller très vite, mais en même temps, il y a des gens qui n'arrivent jamais à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas compris encore ils n'ont pas vu que, ah ok, d'accord, il y a une petite chose que je dois faire ici pour pouvoir passer au niveau 4. Le niveau 4, c'est l'absence de votre activité est possible. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais rien regarder parce que, comme on l'a dit, c'est pas réaliste. L'absence est possible et puis ici, c'est où vous mettez des gens, vous donnez plus de contrôle à quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez des gestionnaires de projet ou un gestionnaire de projet qui supervise. On va mettre superviseur. Qui, en votre nom, a l'autorité pour traiter les petits feux quotidiens. Ok ? Encore une fois, qui a cette phase-là ? Et puis la 5e étape, c'est l'étape ultime finalement, qui est l'étape investir, stratégie, / qu'est-ce que j'avais mis aussi ? Le plus important, réflexion. L'étape 5, c'est où vous avez cette machine qui tourne, où vous pouvez prendre du temps libre et où vous passez la majorité de votre temps à réfléchir. Et ça peut sembler tout con de dire réfléchir à quoi, mais réfléchir à tout ça. Non seulement à ce que vous avez, mais à quelles sont les autres opportunités, aux questions qu'on a vues aussi hier et aujourd'hui, de dire ok, qu'est-ce que je peux ajouter
à ce système que j'ai créé, qu'est-ce que je peux ajouter comme nouvelles offres, comme nouveaux produits? Est-ce qu'on peut faire des nouveaux partenariats stratégiques? Est-ce qu'on peut lancer des nouvelles campagnes de pub? Et ça, c'est primordial pour l'évolution et le développement. Donc, la majorité de mon temps, il est ici. Ok? Maintenant. Qui est à ce stade-là? Ouais. Donc ici, c'est le stade où vous devenez finalement, vous avez une vue. Ça se dit en français ouais. Vue, pardon? Global, mais il y a un mot en anglais, c'est bird's eye, la vue de l'oiseau. Hein? Non, voilà. La perspective, c'est l'oiseau qui voit ce qui se passe en dessous. L'aigle. La vue globale. Et puis ensuite, c'est des réflexions et décisions stratégiques. Les différentes étapes peuvent se superposer ou ça ne devrait pas se superposer? Superposer dans quel sens? À tout moment dans ton développement, tu réfléchis. Toujours. Tu essaies toujours d'avoir une vision globale, de prendre des décisions stratégiques. Oui. Et à la fois, tu te poses la question, tu commences à déléguer. Et à la fois, tu te dis, tu peux quand même partir, mais pas tout à fait. Ouais. Tu vois, quelque part, Tout à fait. J'ai vraiment essayé de simplifier la chose, mais tu as tout à fait raison. Cette réflexion, elle est constante. Mais vous pouvez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui ne peuvent pas se permettre de réfléchir 30 heures par semaine. Que moi, je peux me permettre de faire littéralement 30 heures de lecture. Donc, c'est juste de reconnaître où vous êtes et d'accepter où vous êtes. Et il n'y a aucun problème si vous êtes ici, vous êtes là et c'est super parce que vous voyez, ah cool, ok, je suis là, je dois accepter, je dois aller trimer. Jérôme, je suis là quoi. J'ai mon offre, je connais mon secteur, je dois aller faire du porte-à-porte. Pourquoi pas le web et tout ça? Parce que ça me permet de faire tout le reste. Tu vois? Donc d'accepter ça. Il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est juste voilà l'étape à laquelle je suis. La réflexion, oui, mais il y a une période où tu vas réfléchir moins que d'autres. C'est-à-dire que c'est pas foncer la tête baissée, mais c'est de dire je dois exécuter. Si je dois aller faire mes 15-20 contacts par jour, je vais les faire, j'ai pas le temps de lire 5 heures par jour. Tu comprends? C'est ça le problème où beaucoup mélangent en disant voilà, je veux vraiment développer, je veux vraiment développer un business, mais je veux aussi pouvoir apprendre 6 heures par jour maintenant. C'est juste pas possible. Vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Et d'accepter ce grand mot ici qui arrive sur l'imparfait, dans cette phase-là. Et donc, le plus vous vous rapprochez de ça, le mieux, le plus, soit en passant, le plus vous avez de vue sur qu'est-ce qu'on peut faire ici. C'est comme une sorte de cycle. Vous arrivez là, vous dites, ah ok, qu'est-ce qu'on peut faire là? Et ensuite, vous regardez, ok, et puis après, une fois que vous avez cette machine qui tourne, c'est différent parce que vous avez d'autres ressources aussi ici. Mais ça permet ici, vous clarifiez encore plus. Donc, on passe d'un diamant brut, et ici, c'est vraiment pur. Et vous avez votre clarté, vous savez exactement qui est le marché, vous connaissez vos chiffres, ici, vous savez tout. Tu vois? Et ça vous aide un petit peu ces différentes étapes? Ouais. Et c'est important, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le manuel parce que j'y ai pensé avant-hier, cette session, simplement de vraiment, parce qu'il y a beaucoup qui mélangent les différentes étapes, qui veulent être ici mais qui ne sont pas là et qui sont littéralement au stade ici ou qui n'ont pas encore une commande mais qui commencent déjà à avoir trois personnes en déléguées et il faut juste suivre les étapes. Et voilà. Ça vous aide? Oui, cool. Beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour détailler ces 5 étapes de l'entrepreneur. Super, merci. Donc, je me présente, Daracine. Et ma question porte sur le point 3, au niveau de l'ego. Oui. Puisque vous incluez dedans, comment dépassez-vous ce stade-là, en fait, pour pouvoir... parce qu'il y a l'ego, vous avez levé la main en disant que vous êtes aussi inclus dedans. Tout à fait. L'ego, tout le monde l'a. Même ceux qui n'ont pas levé la main, vous avez tous un ego.
Comment est-ce que moi je gère personnellement? Comment tu dépasses, comment vous dépassez Ouais, on peut se tutoyer, c'est une super question. L'ego, pour moi, c'est un outil. C'est comme ça que je le vois. Ça veut dire que moi, pour atteindre le stade 5, c'est un peu comme la case du Monopoly. Je suis obligé de passer par l'ego. Donc, je me dis, c'est une décision. Est-ce que je veux passer ici, dans ce que je fais, ou est-ce que je veux rester toujours coincé comme un con ici? Comme la mouche qui se tape. C'est pour ça que je fais ces étapes, parce que ça vous permet de comprendre les différents obstacles. Et je ne peux pas passer à déléguer et à développer si je fais tout moi-même, tout simplement, je n'ai pas le temps. Donc si j'arrive pas à m'enlever en disant ça va peut-être pas être super parfait comme je le veux, je voudrais bien, j'imagine que dans ton activité, tu voudrais bien avoir 20 comme toi exactement. Qui voudrait se multiplier exactement pour faire toutes les choses comme vous le feriez? Tout le monde. C'est une acceptation. Parce que l'ego, moi je vois l'ego étant au service du résultat final. Et c'est comme un petit peu, je vois ça vraiment comme une pièce du puzzle. C'est-à-dire, dans le monde du film, quand je finance et je joue, sur le plateau de tournage quand je joue, je suis au service du réalisateur. Même si j'ai mon ego et même si c'est moi qui le paye. Mais je ne peux pas lui dire de faire son job. Donc ici, je dois dire, ok, si moi, ma mission, c'est d'arriver à l'étape 5, ma mission passe par cette case-là qui est l'acceptation de l'ego. Et de dire, ok, et moi, je suis frustré des fois avec l'équipe, comme n'importe qui. Qui a déjà été frustré avec ses collaborateurs? C'est normal, ça arrive. Et je leur dis, je suis très honnête, je leur dis, putain, c'est vraiment de la merde ce que tu fais là. Non, mais et ils apprécient quand je leur dis, parce qu'ils le savent. Je vais jamais les bullshiter. On peut voir les 20% comme une source aussi d'idées créatrices. Et d'en parce que chaque individu a sa propre créativité. Tout à fait, tout à fait. Il y a des choses sur lesquelles où je suis frustré, mais il y a des choses aussi où je suis impressionné. Voilà. Et moi, je leur dis jamais comment faire. Je leur dis quoi faire, parce que chacun a son mécanisme aussi. Après, on passe plus dans le management et la gestion d'équipe et d'entreprise. Mais une chose que, voilà, quand vous seriez étonné et impressionné de la créativité de certaines personnes quand vous leur dites pas quoi faire, pardon, pas comment faire, mais quoi faire. Aujourd'hui, pour cet événement, je leur ai dit, ce qui devait être fait. Et eux se sont organisés. Et aussi, c'est beaucoup plus fun pour eux de pouvoir faire leur propre trajet. Et moi, j'ai pas envie de dicter ça. C'est là où revient l'ego. Moi, j'accepte le fait que je ferai les choses peut-être complètement différemment, mais le trajet, la destination serait la même. Donc, c'est un don, c'est une transmission d'autorité. Et autant je voudrais que tout soit parfait, autant je suis le premier à dire à mes équipes en disant fais ce que tu penses qui est mieux. Et des fois, je le fais en disant moi, je le ferai différemment, mais si tu estimes que tu peux être efficace comme ça, fais-le. Et des fois, ils le sont, et des fois, ils se cassent la gueule. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du développement. Mais moi, pour répondre concrètement, l'ego est au service de la mission. Donc, sans accepter ça, je ne peux pas aller à l'étape 5, qui est où je veux toujours être quand je lance une nouvelle activité. Cool? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des techniques pour aider à... Tout à fait. Et c'est pour ça que le mieux on parlait hier d'acceptation et de se comprendre soi-même. Le mieux vous arrivez à comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Moi, j'ai fait beaucoup de travail sur ça dans le sport, forcément, en moi-même. Je sais exactement ce qui me déclenche, ce qui ne me déclenche pas. Et j'arrive sans problème à donner de l'autorité après littéralement quelques jours. À toi, je t'ai donné, Myriam, l'autorité. Beaucoup de décisions après quelques jours, quoi. Donc, c'est un feeling aussi que tu as. Tu dis, OK, bon, bah, là, je vois un potentiel de leadership et de management. OK, je vais lui donner un peu plus parce que je pense qu'elle peut gérer. Et puis, elle gère très bien, en l'occurrence. Et tu en as d'autres que tu vois, putain, celui-là, jamais... il n'avait pas écrit son prénom. Comment il va pouvoir gérer le truc, tu vois? Donc, tu vois aussi par rapport au potentiel de... Et ça, tu le vois à force d'avoir... Moi, je crois que depuis 2005-2006, j'ai dû recruter... cette année... Je pense que ça tourne autour des 300 commerciaux sur États-Unis, Pays-Bas et francophones.
Et quand on ajoute tous les autres postes, ça doit pas être loin des 1000. Donc vous voyez passer beaucoup de monde. Et ce que je peux partager aujourd'hui avec vous avec mon expérience, je ne pouvais pas vous le dire il y a 10 ans. Au premier séminaire que j'ai donné en 2008, c'était moi et 2 personnes, moi et Bastien, et puis Anne. Donc forcément, le trajet que j'ai fait depuis, ça n'a rien à voir. Mais là, voilà, après en avoir vu, tu arrives à reconnaître le potentiel et en disant, voilà, j'accepte de déléguer. Peut-être que cette personne n'a pas bien géré, mais au pire, voilà, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Mathias, puisque les vendeurs sont des bons vendeurs et qu'en général ils se vendent bien, comment tu fais pour repérer des vendeurs qui se vendent bien mais qui agitent bien aussi en vrai? Qui Qui délivrent bien, enfin qui bossent bien, tu vois, qui soient efficaces. C'est dur. Ouais. Ça veut dire que tu vas avoir des commerciaux. Nous, on le voit, on a des commerciaux où on a un processus de recrutement vraiment super bien optimisé. Et pendant le procédé, tu as des gens qui ont l'air super et ils sont nuls. Et inversement. Et on a un procédé de recrutement où on les met vraiment, après la formation et tout ça, la sélection en formation, on les met sur le terrain. Parce qu'il n'y a que le terrain qui montre la vérité. Et après, tu regardes ce qui se passe. C'est comme le joueur de tennis, tu le mets sur le terrain, tu regardes ce qu'il peut faire. C'est ça. Petite question. Oui. Pardon. Moi, c'est Flore, donc Ouais. je suis gestionnaire de patrimoine et spécialisée, gestionnaire de biens immobiliers, spécialisée plutôt dans la courte durée, d'accord. J'ai une question, je suis à l'étape, administrativement, j'ai déjà délégué la partie administrative et la partie comptable, d'accord. Aujourd'hui, j'en suis à un stade où j'ai besoin d'aide d'un commercial, parce que jusque-là, j'étais seule à tout faire. Le problème que j'ai, c'est pas un problème d'ego, c'est plus un problème j'ai peur en fait qu'il me pique l'affaire, mais c'est quelqu'un de très compétent, d'accord, linguistiquement parlant, parce qu'on veut développer, on veut aller chercher les étudiants Erasmus dans les écoles de commerce à l'étranger, et pour pouvoir nous passer de certains sites qui ont un peu le monopole aujourd'hui et faire des économies sur les frais de gestion, etc. Donc, aujourd'hui, il a accepté l'accord, on a un accord, mais il faudrait le formaliser. Première question, sous quelle forme? J'ai pas de juriste encore. Ouais. Je ne suis pas un juriste, soit en voilà. passant. Mais sous quelle forme je peux formaliser l'accord? Est-ce que c'est un contrat de partenariat? Est-ce que je lui donne, il ne veut pas être auto-entrepreneur parce qu'il a un peu peur du RSI? C'est ton activité? Comment? C'est ton activité. C'est mon activité. D'accord. En fait, moi, c'est une double activité. Mais c'est toi qui dirige. C'est moi qui D'accord. dirige. Voilà. Donc c'est toi qui décide. Voilà, je suis seule. Ouais, c'est toi qui décide. C'est-à-dire que c'est toi qui décides la vision que tu vas apporter à ton activité. Donc comment éviter de se faire piquer quelque chose? Tu peux faire signer un contrat à quelqu'un, s'il veut te le piquer, il te le piquera. Ça, c'est ma philosophie, tu vois. S'il apprécie ce que tu fais, si la collaboration est productive, et aussi si tu arrives à lui montrer que ce que tu fais maintenant, c'est que tu lui fais confiance au début, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui viennent par la suite parce que tu peux lui faire confiance, encore plus par la suite pour d'autres projets. Ça permet aussi de montrer, nous c'est ce qu'on fait avec nos équipes, généralement on les commence tout en bas et ils entrent dans l'équipe en voyant que putain je peux aller tout en haut. Donc si tu commences toute seule, c'est à toi en quelque sorte de vendre le rêve à cette personne, tu vois, la vision à cette personne. Et ça, là on entre plus dans le management et puis le leadership. Cette personne doit croire en toi autant que dans le projet. Si elle voit que tu es faible, si elle voit que la manière dont tu gères la chose n'imprime pas assez d'autorité, elle va... Là-dessus, j'ai pas de ce problème. Très bien alors. Il me fait confiance. Ouais. Il veut gagner de l'argent. Ouais. Donc là où j'ai besoin de le motiver surtout, merci Myriam, c'est au niveau de l'incentive, quoi. C'est la rémunération. Alors tout à fait, il faut que... C'est à toi... Qu'il ne soit pas tenté de... Voilà. Il m'a rassuré là-dessus, on en a parlé très clairement. Ouais. Je lui ai dit, voilà, moi je parle anglais, mais il est natif anglais. Donc c'est encore mieux pour moi. C'est vraiment la bonne personne pour aller chercher les marchés à l'étranger. T'es canadienne? T'es canadienne? Pas du tout. C'est vrai? Quelqu'un entend un accent canadien?
Non, ok. Ah bon? Ouais, c'est marrant. Ah bah, c'est peut-être ma future vie. Ou précédente. Non, pour revenir à ça, c'est... tu as eu la conversation, donc il est au courant que tu regardes ça. Et ça, c'est important, d'avoir la conversation. Cette conversation que tu as eue, c'est très stratégique en disant je surveille ce que tu fais aussi. Tu vois? C'est pas juste on en parle, c'est genre je t'ai à l'œil. Et je l'ai avec mes équipes aussi quand il y a des conversations que tu dois avoir. Tu vois? Donc ça, c'est une chose. Pour répondre à la deuxième question, la collaboration, c'est à toi de voir si… La structure, je ne pourrais pas te conseiller, je suis tout simplement pas compétent pour ça. Donc, est-ce qu'on a des juristes qui pourraient conseiller? Sinon, il faut aller voir quelqu'un qui se spécialise sur ça. Mais c'est à toi de voir aussi la vision que tu vas apporter. Est-ce que tu cherches une collaboration avec cette personne ou est-ce que tu cherches à toi être la dirigeante et que cette personne soit une parmi d'autres que tu vas avoir en commercial? Et ça, c'est plus une décision stratégique que tu as. Je pense que cette personne, elle est une personne parmi d'autres, mais par contre, elle sera la tête. D'accord. Elle mènera Ouais, tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est pareil avec n'importe quelle équipe de vente. Avec la première personne que tu embauches. Tu dois en avoir une et tu dois commencer à rechercher les 2-3 prochains tout de suite. Pour 2 raisons. L'avant-centre, il doit savoir qu'il y a un junior derrière qui peut prendre sa place. Sur toutes mes équipes, c'est comme ça. Tout le monde sait. Et ils le savent. Et vous le savez. Il y a toujours des remplaçants sur le banc. Toujours. Parce que ça crée chez moi en tout cas, une bonne dynamique parce que c'est très honnête. Et ça montrera qu'il n'est pas la seule option. Aujourd'hui, malheureusement, il contrôle ton attention. Parce que s'il part, dans ta tête, c'est genre « putain, merde, je l'ai perdu ». Alors que si tu en as 2, je te garantis que la conversation que tu as est très différente quand c'est lui, plus 2 personnes potentielles qui vont commencer aussi ce mois-ci. La conversation, ça n'a rien à voir. Tu vois? Donc pour toi, c'est toujours une question de gestion de risque. C'est comme ça que j'approche mes entreprises, c'est de dire quels sont les facteurs risques dans cette activité. Pour ton activité, le facteur risque, c'est que si cette personne disparaît, bah, tu es à 0. Souviens-toi sur ce qu'on a dit que 1 et 0, le chiffre le plus dangereux, c'est 1. Et il y a des périodes aujourd'hui, si vous cherchez une personne, un commercial, allez en chercher 3 parce que ça créera une bonne dynamique. Et je te garantis, après avoir littéralement engagé des centaines de commerciaux, sur les 3, il y en a un qui va vraiment être bon. Et donc toi, tu dois toujours avoir du roulement sur ton recrutement. Tu dois toujours engager 2, tu dois toujours offrir et avoir des options supplémentaires. Si tu as cette vision d'avoir plusieurs personnes, commence aujourd'hui. Le pire, c'est de commencer à chercher quand cette collaboration commence à s'effriter. Tu as perdu. Stress, anxiété, tout ça. Par contre, si tu as 2-3 options, ça change tout. Et surtout, ça montre à l'autre personne que regarde, j'ai des options. Et toi, ça diminue ton risque. C'est toujours une question de gestion de risque pour vous. Pour tout le monde, pour moi, c'est pareil. Hein. Nous, l'entrepreneur, le mieux on est à gérer notre risque, le mieux on est à augmenter les chances de réussite de tout ce qu'on fait. Donc, ton grand risque, c'est cette personne. Ta manière de diminuer le risque, c'est tout simplement d'avoir plus d'options que cette personne. Donc, d'aller chercher d'autres personnes. OK? Cool. Très bonne question pratique, hein, ça. De diminuer le risque. Et ça, c'est une chose que on apprend par la force des choses. Et une fois que vous avez d'autres options, comment dire, ça enlève le stress. Oui. Mathias, je voudrais sur le point 4, peut-être pour inciter ça, c'est un élément de motivation. Oui. C'est qu'il y a une notion de goodwill, c'est important. Quand on veut faire prendre de la valeur à ce qu'on fait, à son activité, sa société, on a intérêt à faire en sorte que les choses se passent sans le patron, parce que le jour où on veut la remettre, ça vaut juste rien. Tout à fait. Et l'autre chose, c'est que c'est plus productif pour tout le monde. C'est plus amusant pour toi et pour le dirigeant d'avoir des équipes qui peuvent eux-mêmes tourner et avoir du plaisir à tourner sans avoir à toujours être là, quoi. Et c'est une combinaison de choses. Il y a comment dire, le goodwill, donc la motivation que tu donnes. Il y a financièrement comment ils sont rémunérés. Il y a la vision, il y a l'entente entre eux aussi.
la croyance la croyance qu'ils ont en ce que tu fais, tu as tout à fait raison. Et le mieux tu arrives à faire ça, le plus tu as de temps aussi à ça. Parce que tu n'as pas besoin de retourner toujours à pousser, et à motiver ou à comment dire, à hurler. Donc, mais ça, encore une fois, ça commence avec ce travail de fond. Toi, tu sais, parce que tu es à ton niveau aussi. Et le mieux vous arrive. Après, là, on passe plus en management pur. Donc, la culture que tu développes dans l'activité fait qu'après, tu peux vraiment. Soit tu crées une culture de dépendance à toi, quelque chose que j'aime pas du tout dans mes équipes, soit tu crées une culture d'indépendance où tout le monde, regardez aujourd'hui, tous les commerciaux sont repartis, ils bossent et on n'a pas besoin de leur dire, ils sont autonomes et on a créé cette culture d'indépendance et d'autonomie. Donc, ouais, et ça revient ensuite sur l'ego et le contrôle, quoi. Très bien. On va s'arrêter là pour cette session et puis on va faire un hot seat.